Je vais présenter rapidement Tatiana. Elle est en première année de thèse de doctorat en histoire médiévale, en histoire des religions et en archéologie médiévale. Et sa thèse porte sur la représentation et le rôle des invisibles, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les animaux, les classes précaires et les esclaves, dans les rites funéraires et sacrificiels pré-chrétiens en Scandinavie du 8e au 11e siècle. Donc, pareil, entre 20 et 25 minutes, je te fais signe. Donc du coup, je vais présenter Harald Ier Alfagi de Norvège, les représentations dans la littérature nationale norvégienne et dans la cinématographie internationale. Alors déjà, dans un premier temps, il faut qu'on recontextualise le terme de viking, puisque, le terme est utilisé à mauvais escient par les auteurs, chrétiens médiévaux. Puisque en fait, viking, ça veut dire, un commerçant de longue date doué et bien équipé pour cette activité que la conjecture a amené à se transformer en pillard ou en guerrier, là où cela est possible et praticable, cherchant à acquérir des richesses. En fait, ce que les auteurs chrétiens ont mal compris, c'est, la différence entre le peuple scandinave en tant que tel et l'espèce de métier viking. Et donc ce que je dis souvent, c'est que tous les Scandinaves ne sont pas des Vikings, mais tous les Vikings sont des Scandinaves. Et notamment Snorri Sturluson et Saxo Grammaticus font cette erreur. La représentation des personnages scandinaves dans les séries et dans la littérature ne sont pas très variées. Les œuvres littéraires et cinématographiques ont privilégié les protagonistes appartenant à la classe supérieure et à la classe guerrière avec un certain pouvoir de séduction. On le voit notamment dans la série Viking avec Ragnar Lodbrok. Néanmoins, au cours des dernières années, la représentation du Viking passe d'un guerrier représenté comme un adolescent athlétique et mince à un homme d'âge mûr, où se mêlent muscles, cicatrices, sueur et sang. Les séries médiévalistes favorisent le christianisme dans la représentation de la religion, mais leur regard sur l'Église est sombre, mettant en avant une institution archaïque et autoritaire, où les papes et les évêques ont une connotation très négative, tandis que les moines sont bien perçus. Les autres religions, comme l'islam, n'est que peu représenté et un personnage pratiquant cette religion n'est que secondaire. On le voit aussi dans la série Vikings. Et le judaïsme, par contre, il est quasiment jamais représenté, ou alors quand c'est le cas, c'est de manière très humoristique et très ironique. Mais on assiste également à une revalorisation du polythéisme, notamment le paganisme scandinave, qui fascine et qui apparaît comme plus exotique, plus tolérant par rapport aux autres religions. Mais peu importe la religion mise en avant, elle n'est qu'un prétexte aux intrigues politiques et guerrières. La figure du Scandinave a toujours intéressé, et ce dès le XIIIe siècle avec les premiers textes décrivant ces peuples du Nord. Et ça va se poursuivre jusqu'au XVIe siècle, notamment avec la lutte culturelle entre la Norvège, le Danemark et la Suède, où chacun va essayer de démontrer que son État est plus glorieux et plus ancien que l'autre, confortant leur projet nationaliste. Et c'est dans cette optique que Harald il va s'inscrire. Et c'est aussi dans un contexte de remise en cause de la culture française. Le milieu du XIXe siècle voit émerger l'émergence du scandinavisme, aussi appelé pan-scandinavisme ou nordisme, qui est un mouvement politique soutenant l'idée d'une Scandinavie comme une région unifiée, voire une nation. Et ce mouvement est basé sur la mise en valeur et la promotion culturelle des communes, la, la promotion culturelle commune des pays scandinaves, à savoir l'histoire, l'héritage culturel, la mythologie et les racines. Et à partir du XXe siècle, principalement lors de la Seconde Guerre mondiale, la figure du Viking est idéalisée pour légitimer d'une part une nation, donc Harald avec la Norvège, et d'autre part pour une population. On observe que lors du Troisième Reich, les populations allemandes s'identifient aux personnages mythologiques et germaniques, aux personnages mythologiques germaniques et scandinaves. Suite à cela, la figure du Viking est tournée en dérision et sa grossièreté et sa brutalité sont mises en avant dans les représentations. Mais dans les années 90, le Viking envahit la culture populaire, principalement dans les romans historiques, les films, les jeux vidéo, les bandes dessinées et la musique. Euh, et on voit apparaître beaucoup de péplums avec un degré d'historicité qui diffère, puisque les productions font le choix de se baser sur les sources médiévales ou de complètement inventer. On le voit aussi dans Viking sur la base de l'invention.
Mais malgré une multiplication des péplums, ces derniers ne connaissent pas un grand succès et pour cela, il faut attendre 2013 avec Vikings qui relance l'engouement et l'intérêt pour la Scandinavie médiévale. Suite à cela, il y a de nombreuses publications, de nombreuses expositions et beaucoup d'étudiants se dirigent vers les sections scandinaves. Mais on observe que la représentation des anciens Scandinaves sont standardisées et très stéréotypées, puisque la culture populaire semble s'intéresser uniquement à l'aventurier, au navigateur et au pillard et ils se désintéressent complètement, des classes moyennes et des classes précaires, tout ce qui n'est pas riche, en fait. Et de nombreux, aspects de la société médiévale scandinave sont passés sous silence. Mais les femmes, elles connaissent une mise en avant puisque, ils vont les mettre, dans les séries et dans les ouvrages, ils les mettent en avant comme dans Vikings. Mais le problème, c'est que c'est loin de la réalité historique. Donc on observe que la culture populaire préfère mettre en avant un Viking semblable à celle du 19e siècle où il glorifie la virilité, où il semble inimaginable de représenter les défauts. Aujourd'hui, le viking occupe une place importante dans la culture populaire, démocratisant leur figure et faisant d'eux des références. Les recherches historiques et archéologiques et les légendes forment un triptyque important dans la persistance de la représentation du viking. Les données scandinaves influencent les auteurs contemporains comme Tolkien, J.R.R. Martin ou Michael Hirst, dont on va reparler un peu plus tard, ce qui a relancé la popularité et l'attrait pour les vikings. Notamment pour les personnages historiques et légendaires, d'où Harald il va y avoir beaucoup d'études sur lui, beaucoup de mentions de lui dans les différentes, fictions. Toutefois, la culture, populaire fausse la réalité historique en mettant en avant uniquement les stéréotypes tels que l'hypervirilité, les muscles, les tatouages, la cruauté, l'hostilité à la religion chrétienne et la pratique excessive des sacrifices humains. Ces stéréotypes sont utilisés à outrance pour raccourcir les réalités historiques, provoquant une incompréhension du public pour cette culture scandinave, mais ils fascinent par leurs accomplissements. Et on voit aussi que, le viking apparaît de plus en plus dans le cinéma d'animation comme, chez Disney ou dans les grosses firmes comme Marvel. De ce fait, leur représentation revêt diverses formes qui se multiplient et que se réinventent, qui contribuent à cultiver la fascination pour, la Scandinavie. Malgré ces stéréotypes, ces derniers ont permis aux Vikings de traverser le temps, mettant en avant leur place prédominante dans la culture populaire. Avant de parler de la représentation, j'ai fait une petite biographie d'Harald. Les historiens estiment la naissance d'Harald en 881 au Vestfold et son décès entre 932 et 933 au Rogaland. Il est considéré comme le premier roi de Norvège et l'unificateur de la Norvège. Son père est Halfdan III, qui est un petit roi d'un des comtés de Norvège. Et on suppose que c'est le fait qu'il soit un petit roi clé qui va légitimer sa place et qui a corrélé avec le contrôle des routes maritimes stratégiques qui longent le territoire norvégien et la route côtière reliant les régions commerciales scandinaves à l'Europe. Snorri Sturluson nous apprend qu'il succède à son père à l'âge de 10 ans et que sa mère est Ragnhild Sigurdsdottir, mais on n'a que très peu d'informations à ce sujet, hormis que c'est une prophétesse et qu'elle va prophétiser le destin grandiose de son fils. Snorri nous apprend également qu'il débute ses conquêtes en 866, puis qu'en 872 ou 885, il remporte la bataille d'Asfjord, qui l'oppose au clan de l'Ouest. Et une fois qu'il remporte cette bataille, il unit toute la Norvège. Là, j'ai mis des cartes. Donc la première, c'est avant, au milieu, c'est pendant, enfin c'est quand il a remporté la bataille, et là, la dernière carte, c'est à sa mort. Toutefois, les données historiques et archéologiques ne permettent pas de confirmer ou d'infirmer que la bataille a réellement eu lieu. Son règne est également menacé par des dangers extérieurs, notamment ses opposants qui trouvent refuge en Islande, dans les Orcades, les Shetland, les Hébrides, les îles Féroé, en Normandie, en Écosse et en Irlande. Et ses opposants, ils vont harceler toutes les côtes norvégiennes
qui va entraîner ensuite une nouvelle bataille et ses opposants vont complètement s'exiler en Islande et vont chercher à détruire plus ou moins Harald. Et les historiens médiévaux expliquent que c'est dû aux taxes imposées par Harald lors de sa prise de pouvoir. Les sources littéraires dénombrent 8 épouses et 8 concubines avec 23 enfants, dont certains on ne connaît pas le nom. Donc là, j'ai mis les plus connus. Et Snorri nous apprend également qu'il a été inhumé dans la tradition païenne sous le terme de Haugesund, mais la sépulture n'a toujours pas été retrouvée. À partir des années 70, les historiens comme Peter Sawyer ont remis en question la réalité historique d'Harald, puisque les sources mentionnent Harald Ier à la dent bleue du Danemark comme le premier roi de Norvège, puisqu'il prend le trône de Norvège en 970, et la pierre de Jelling, elle mentionne Harald comme roi de Norvège, et c'est la seule mention épigraphique d'un roi de Norvège. Adam de Brême, lui, ne mentionne pas du tout Harald comme un roi de Norvège. Ainsi, cela peut sous-entendre que la figure d'Harald est potentiellement inventée en raison du fait qu'il s'agit du nom le plus courant de l'époque. Il répond à une nécessité de création d'une légende qui expliquerait la raison de l'installation des Vikings en Islande, puisqu'elle renforce l'idée d'une succession héréditaire typique des sociétés européennes, à contrario des sociétés scandinaves. Si on part de cette hypothèse, cela suggère qu'Harald, en fait, c'est une synthèse de plusieurs individus, comme il y a eu avec Clovis. Alors, je me suis intéressée à la représentation nationale norvégienne d'Harald, notamment avec la saga de Lyanna Arthur, où Harald apparaît comme un personnage principal, même si l'histoire n'est pas totalement centrée sur lui. En effet, son œuvre développe l'histoire et le parcours d'Harald à travers le parcours du personnage principal qui est Ragnvald Helgesson, qui, dans l'ouvrage et dans la réalité historique, est un des fidèles compagnons et le premier conseiller d'Harald. En outre, l'écrivaine s'appuie sur des sources médiévales et des recherches scientifiques que j'ai moi-même utilisées pour mes mémoires et pour ma thèse. Elle va notamment s'appuyer sur l'histoire des rois de Norvège de Snorri Sturluson, et elle s'efforce de préserver la vraisemblance des faits. Toutefois, elle adapte certains passages de la vie du roi pour l'intégrer à son récit afin de combler certaines zones d'ombre. Et on voit aussi qu'elle invente quelques personnages. Et elle explique également qu'elle se revendique comme l'une des descendantes d'Harald, ce qui démontre une forte identification à la figure unificatrice de la Norvège et d'un nationalisme norvégien profond. Je peux citer quelques exemples qui sont dans la réalité historique, notamment le fait que sa mère va prophétiser son accession au trône. Ragnvald, il est tout le temps à ses côtés. C'est lui qui va couper ses cheveux une fois qu'il a unifié la Norvège. On suppose qu'il avait les cheveux blonds, puisque les données archéologiques nous informent que les Scandinaves se décoloraient les cheveux pour les rendre blonds, et ils étaient en majorité bruns. Néanmoins, il y a quelques différences, notamment au niveau de la famille. Euh, le nom de sa mère n'est pas le même comme le nom de son oncle. Mais un autre élément est aussi important à mentionner, c'est que Harald va donner les Orcades à Ragnvald, comme dans la réalité historique. Et Ragnvald va confier les Orcades dans un premier temps à son frère dans la réalité historique et à son demi-frère dans les livres. Puis Ragnvald va donner les Orcades à son premier fils, à son premier fils illégitime, Einar de la Tourbe, et c'est sa dynastie qui va rester sur le trône des Orcades jusqu'en 1231. Un autre aspect qui est identique, c'est que la sœur de Ragnvald, Svanhild, est l'une des épouses d'Harald, que la mort de Ragnvald, pardon, est causée par deux des fils de Harald, que l'un de ses fils va subir l'aigle de sang, et que Harald donne bien une compensation à Einar pour la mort de son père, et le montant est exactement le même dans la source littéraire que dans l'ouvrage. L'ouvrage littéraire
dépeint Harald comme un homme juste, posé, cartésien, réfléchissant avant d'agir et faisant preuve d'une loyauté sans faille envers ses hommes, qui lui rendent justement cette loyauté. Ainsi, il est représenté comme un souverain légitime par ses choix justifiés et logiques dans un esprit stratégique et pragmatique. Ainsi, le Harald de Lyanna Harthauer est identique à la description d'Harald dans les sources littéraires, où les auteurs médiévaux semblent admiratifs de cet homme intègre et capable d'unir un pays tout entier sous sa bannière. De ce fait, les représentations médiévales et contemporaines norvégiennes d'Harald témoignent d'une fascination et d'une admiration pour sa figure, contribuant à une identification nationale et un nationalisme norvégien qui perdure en Norvège, d'Harald lui-même jusqu'à maintenant. Et ces livres, on peut les corréler à deux monuments qui ont été érigés en son honneur. Le premier, c'est le Harlsdotten, qui est érigé en 1872 et qui célèbre l'unification de la Norvège. Et sur chaque plaque, c'est des faits marquants de l'histoire d'Harald. Et le second monument est le Sverrisfjell, qui signifie les épées sur le rocher, et qui commémore la bataille de Lasfjord. Et il est inauguré en 1983 par Olaf V, pardon, lors du 1111e anniversaire de la bataille. Donc on voit qu'en corrélant les différentes commémorations à Harald, qu'il est une figure très importante en Norvège, mais on remarque après, à l'international, qu'il est peu étudié, voire mentionné que brièvement. Donc on va prendre maintenant le cas de la série Viking. Harald fait partie des personnages principaux de la série, même s'il n'est présent que de la saison 4 à la saison 6, et il n'apparaît que dans 9 épisodes. Il est présenté par Michael Hirst comme un grand guerrier, un homme envieux de ses compagnons qui ne connaît pas l'amour, et il ne cherche qu'une seule chose, être aimé en retour. Dans la série, il aime Elisif, qui est en fait la Guida historique. Mais à la différence près, c'est que dans la série, elle va le trahir, et son frère, donc, qui est appelé dedans Halfdan, qui est en réalité, dans la réalité historique, son père, va la tuer. Et il se rapproche des personnages principaux tels que Ragnar pour conquérir le trône de Norvège. Si la majorité des fils de Ragnar approuvent ce rapprochement, il y en a qu'un qui est très réticent, et c'est Björn. Il va avoir un rôle important par la suite. Le spectateur découvre un homme charismatique, envieux, vaniteux, impulsif et très submergé par ses émotions, et également revanchard, qui est loin de la représentation nationale norvégienne. Ses traits de caractère le poussent à se rallier à Ivar, qui combat Björn et Lagertha, parce qu'il pense que cette alliance lui sera bénéfique pour prendre le trône de Norvège. Dans la saison 5, il va même jusqu'à tuer son propre frère, et il va faire preuve d'une cruauté et d'une certaine amoralité. Il met en avant qu'il est prêt à tout pour avoir le trône de Norvège, même à tuer son propre frère, qui lui prône tout au long de la série qu'il aime son frère. Par la suite, Harald est devenu prisonnier du roi Olaf, qui est dans la série représenté comme Olaf II le Saint, mais là on voit un problème de chronologie, puisque Olaf il vit de 995 à 1030, et c'est un descendant d'Harald. Donc Björn porte secours à Harald, et Olaf impose des élections pour désigner le roi de Norvège. Donc Harald, il va user de plusieurs stratagèmes et trahir Björn, et ce qui fait qu'il devient officiellement le premier roi de Norvège. Ensuite, il y a la bataille avec les Russes de Kiev, qui n'est jamais arrivée dans les sources, dans l'histoire. Donc Björn et Harald s'allient, ils arrivent à vaincre les Russes de Kiev, sauf qu'à un moment, Björn fait part à Harald qu'il a une seconde épouse, et il est pris d'une jalousie extrême qui va jusqu'à la violer, parce qu'il ne supporte pas de ne pas lui-même trouver l'amour. Et dans la saison 6, il finit par être tué lors d'une expédition menée par Ivar et Piterk, 2 autres fils de Ragnar. Et là aussi, il y a un problème de chronologie, parce que il semble que l'expédition en Angleterre
soit au tout début du règne d'Alfred, donc vers 878-880. Donc dans la série Viking, on voit qu'Harald n'est pas considéré comme un personnage de confiance. D'un épisode à l'autre, on le voit prêt à tout, dont mettre en place des stratagèmes et trahir ses propres alliés et son frère. Dans l'unique but de devenir roi de Norvège, il est tellement aveuglé par cette obsession qu'il ne prend pas en conscience que les fils de Ragnar l'utilisent, faisant de lui un personnage manipulable quand son ambition est utilisée comme argument. Les scénaristes le dépeignent également comme quelqu'un de cruel, de manipulateur, avec une volonté de contrôle et de pouvoir. Donc on voit que le Harald cinématographique est l'exact opposé du Harald littéraire. Et pour conclure, les sources concernant Harald ont traversé les siècles, puisque sa vie et ses exploits fascinent et inspirent, soulignant son importance dans la culture nordique qui s'est exportée dans le monde entier. Harald est une figure emblématique dans la mythologie et dans l'histoire scandinave. Son serment de ne pas se couper les cheveux avant d'être roi de toute la Norvège est un élément central et présent dans beaucoup d'œuvres de la culture populaire. Sa figure symbolise également une détermination, une volonté, une capacité de leader. En tant que premier roi de Norvège, Harald a laissé une empreinte sur l'histoire et la mémoire des Norvégiens et ses environs, donc notamment en Scandinavie. Par ses mouvements migratoires, la mise en place d'une dynastie et les structures sociales et politiques, puisqu'elle pose les bases d'un État centralisé. Malgré le fait qu'il peut être considéré comme un tyran en raison de sa politique fiscale, Harald est d'abord vu comme un bâtisseur des nations. Ainsi, son héritage se perpétue dans les récits, les monuments et dans la culture norvégienne et scandinave, où il demeure une figure fondamentale. Toutefois, on constate dans l'univers du divertissement, les scénaristes prennent une grande liberté par rapport aux sources historiques, notamment par rapport au village de Kattegat dans Viking qui n'existe pas. En fait, il s'agit d'un bras de mer entre le Danemark et la Suède, où la création de certains personnages, comme j'ai cité Elisif. Cependant, il faut rendre justice à la série Viking. Le réalisateur n'a jamais prétendu que la série avait une dimension historique, juste qu'elle part de la saga de Ragnar Lothbrok, où Harald n'apparaît pas, et adapte son scénario dans un but de divertir le spectateur en utilisant des personnages, événements et des événements historiques qui se sont télescopés, combinés ou transformés pour les rendre les plus captivants possibles. Même si le personnage d'Harald n'est que peu présent, il reste un élément central de l'intrigue. Ainsi, la série a le mérite d'avoir intéressé des millions de spectateurs qui se sont questionnés sur la société scandinave et les personnages historiques comme Harald, qui marquent durablement l'histoire de l'Europe par leur arrivée brusque, leur pillage, leur capacité d'exploration, leurs mœurs et leur culture. Ainsi, les productions issues de la culture populaire participent activement au renouveau historique des études scandinaves et des personnages historiques et participent à leur expansion en Scandinavie. Et je vous ai mis un peu de bibliographie que j'ai utilisée dans mes mémoires et que j'utilise également pour ma thèse.